êtes bel et bien dans le 20h sur TAD 24 International. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, au menu de cette édition. Coopération TAD de France vers un nouveau format militaire. Plusieurs médias évoquent une reprise progressive de la coopération sécuritaire entre Paris et N'Djamena. Une collaboration qui pourrait désormais être recentrée sur le renseignement, la formation et l'assistance technique. Environnement. La semaine nationale de l'arbre se poursuit à Arada. Autorités et citoyens renouvellent leur engagement pour lutter contre la désertification et persévérer l'environnement. N'Djamena, les pluies perturbent les activités au marché Goumna. À Walia, dans le 9e arrondissement, commerçants et responsables du marché appellent à des solutions face aux inondations répétitives. En santé, fin de la caravane de prise en charge des anomalies de différenciation sexuelle. 10 patients opérés après 6 jours de consultation et d'intervention spécialisée à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Consommation, plusieurs boissons retirées du marché N'Djamena. Le Secopda alerte sur des produits non conformes et appelle les consommateurs à la vigilance. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Une fois de plus, le retour progressif d'une coopération militaire entre Paris et N'Djamena est évoqué par plusieurs médias internationaux, notamment RFI, TV5, Monde et Le Monde Afrique. Si cette information alimente de nombreux débats sur les réseaux sociaux, aucune confirmation n'a à ce stade été donnée par les autorités tchadiennes. Les analyses convergent toutefois vers une coopération recentrée sur le renseignement, la formation et l'assistance technique, dans un contexte où le Tchad poursuit parallèlement la diversification de ses partenaires stratégiques. Analyse de l'UNUS FOGAP. Le retour progressif de la coopération militaire entre le Tchad et la France fait depuis plusieurs jours l'objet de nombreuses analyses dans des médias internationaux. Des médias tels que RFI, TV5 Monde ou encore Le Monde Afrique évoquent des discussions en cours entre Paris et N'Djamena, près d'un an et demi après le départ des forces françaises du territoire tchadien. Sur les réseaux sociaux, cette actualité suscite de nombreuses réactions. Certains y voient un revirement stratégique, tandis que d'autres évoquent un simple ajustement des relations entre les deux pays. Mais à ce stade, les éléments demeurent essentiels. Les autorités tchadiennes n'ont effectué aucune communication officielle confirmant ou détaillant cette éventuelle reprise de la coopération militaire. Selon les informations rapportées par plusieurs médias internationaux, il serait d'ailleurs pas question d'un retour au dispositif militaire d'autrefois. L'hypothèse évoquée est celle d'une coopération profondément revisitée, davantage centrée sur le partage du renseignement, la formation des armées tchadiennes, le renforcement des capacités et les échanges techniques sans réinstallation permanente d'importants contingents militaires français sur le sol tchadien. Depuis la fin de la présence militaire française, le Tchad a engagé une stratégie de diversification de ses partenariats sécuritaires. N'Djamena a notamment renforcé ses échanges avec la Turquie, la Russie, les Émirats arabes unis, dans une volonté affichée de multiplier les opérations afin de préserver sa souveraineté et d'élargir ses options stratégiques. Cette évolution traduit les nouvelles réalités géopolitiques du Sahel et de l'Afrique centrale, où les équilibres sécuritaires se recomposent progressivement. Pour Paris comme pour N'Djamena, l'enjeu semble désormais être de bâtir une relation plus pragmatique, adaptée au contexte actuel et aux intérêts des deux pays. En attendant une éventuelle prise de parole officielle des autorités tchadiennes, les informations disponibles reposent principalement sur des sources médiatiques internationales. La prudence reste donc de mise, même si le sujet continue d'alimenter le débat sur l'avenir des relations franco-tchadiennes et de la coopération sécuritaire dans la région. Chaque année, la Semaine nationale de l'arbre rappelle que la lutte contre la désertification et les effets du changement climatique passe aussi par le reboisement. Pour sa 54e édition, placée sous le thème « Un Tchad vert vers un avenir durable », la campagne se poursuit sur le site d'Arada où autorités et citoyens sont invités à renouveler leur engagement en faveur de la protection de l'environnement. Reportage de Sika Ferring. Au Tchad, les effets du changement climatique se font ressentir chaque année. L'avancée du désert, la dégradation des sols, la disparition progressive du couvert végétal et la baisse de la biodiversité fragilisent les écosystèmes et les conditions de vie des populations. Face à ces défis, la Semaine nationale de l'arbre constitue bien plus qu'une campagne de plantation. Elle est un moment de mobilisation nationale pour sensibiliser les citoyens à la nécessité de protéger les ressources naturelles et de restaurer l'espace dégradé. Pour cette 54e édition, les activités se poursuivent sur le site d'Arada.
choisi pour accueillir cette grande mobilisation en faveur du reboisement. Un cadre qui mobilise la volonté des pouvoirs publics de renforcer le couvert végétal et de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Planter un arbre, c'est contribuer à lutter contre l'érosion des sols, améliorer la fertilité des terres, favoriser les précipitations, capter le dioxyde de carbone et offrir de l'ombre ainsi que des ressources aux générations futures. Placé sous le thème « Un Tchad vert vers un avenir durable ». Cette édition rappelle que la préservation de l'environnement est l'affaire de tous. Institutions, collectivités, associations, écoles et citoyens. Au-delà des arbres qui seront mis en terre, l'enjeu est de faire naître une véritable culture de protection de la nature. Car un arbre planté n'a de valeur que s'il est entretenu et protégé. À Arada, la 54e édition de la Semaine nationale de l'arbre se veut aussi un appel à l'action. Un arbre planté aujourd'hui, puis entretenu demain, est une promesse de vie, un espoir pour un Tchad plus vert et plus résilient. À l'occasion de la Semaine nationale de l'arbre lancée ce matin par le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, le président directeur général d'Innet Télécom et du groupe média de TNR TV, Ousmane Abdelmoumin Béchir, a également participé à cette campagne en mettant en terre un plan dans la cour de son entreprise. Il revient sur la portée de ce geste en faveur de la protection de l'environnement. Suivez. La symbolique de l'acte que je viens de poser, j'ai planté un arbre en cette semaine de l'arbre. Planter un arbre, c'est protéger les vies de demain. Planter un arbre, c'est lutter contre la désertification. Un monde vert, un monde meilleur. Je souhaite une bonne semaine au ministre de l'Environnement, Hassan Bakri Yamous, qui se met au four et au moulin pour lutter contre les changements climatiques. Le ministère du Commerce et de l'Industrie tire la sonnette d'alarme à l'issue des contrôles menés en juin 2026 par le Centre de contrôle et des qualités des denrées alimentaires SECOGDA. Plusieurs boissons commercialisées en Djamena ont été déclarées non conformes aux normes en vigueur, certaines étant largement périmées. Les autorités ordonnent le retrait immédiat du marché et appellent les consommateurs à la plus grande vigilance. Fonta Assoué pour les détails. Les contrôles renforcés des services de l'État révèlent une situation préoccupante. Au cours du mois de juin, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires, le SECOGDA, a procédé à des analyses sur plusieurs boissons gazeuses, jus de fruits et boissons énergisantes vendues dans la capitale. Les résultats sont sans appel. Plusieurs produits ne respectent pas les normes nationales de qualité alimentaire. Plus inquiétant encore, certains étaient commercialisés alors que leur date de péremption était dépassée depuis plusieurs mois. Parmi les produits concernés figurent Soupa Cheta Energy, Drink, Pop Power, Pop Cola, Pop Berry, Pop Up, ainsi qu'une boisson énergisante dépourvue de toute date de péremption. Face aux risques sanitaires que représente la consommation de ces produits, le ministère du Commerce et de l'Industrie ordonne le retrait immédiat de tous les lots non conformes sur l'ensemble du territoire national. La décision va plus loin. L'importation, la distribution et la commercialisation de ces produits sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le ministre rappelle également que les importateurs sont légalement responsables de la conformité des produits qu'ils mettent sur le marché. Ils sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires auprès des fabricants afin de corriger les irrégularités constatées et de respecter les exigences nationales en matière de qualité et de sécurité sanitaire. Aux consommateurs, les autorités lancent un appel à la vigilance. Elles recommandent de vérifier systématiquement les dates de péremption et de signaler tout produit suspect aux services compétents. À travers cette mesure, le gouvernement entend renforcer la protection de la santé publique et assainir davantage le marché des produits alimentaires au Tchad. En Djamena, le centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant a ouvert ses portes au public ce 20 juillet 2026. De la maternité au bloc opératoire, l'établissement a présenté ses capacités de prise en charge avec plusieurs milliers d'accouchements et de césariennes réalisés chaque année. Une journée qui a également mis en lumière son rôle de référence dans les soins maternels et néonataux ainsi que dans la formation des futurs médecins spécialistes. Ashta Kalbassou pour les détails.
Patients et visiteurs ont eu l'occasion de découvrir les différents services de cet établissement. Au cours de cette visite, les responsables de l'hôpital ont présenté le fonctionnement de quelques services, notamment le service d'échographie. Les échanges ont permis de mettre en lumière les équipements disponibles et l'organisation de la prise en charge des mères et des enfants. 10 000 accouchements par voie basse et entre 3 000 à 4 000 césariennes en urgence. Je ne parle pas des interventions programmées. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la plus grande maternité. C'est un CHU. On forme des gynécologues obstétriciens dans cet hôpital. Nous sommes déjà à la 5e ou à 6e promotion des gynécologues formés au Tchad. Au-delà de sa mission de soins, le Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant joue un rôle majeur dans la formation des futurs spécialistes. En collaboration avec la faculté des sciences de la santé, il accueille des médecins en spécialisation, des internes et des étudiants en médecine pour leur formation pratique. Cette journée a également permis de présenter le bilan des activités médicales de l'établissement marqué par une hausse des consultations, des accouchements, des interventions chirurgicales et de la prise en charge des nouveau-nés. Les responsables ont souligné les efforts entrepris pour améliorer la qualité des soins, renforcer les capacités du personnel et moderniser progressivement les infrastructures. À travers cette initiative, le Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant entend renforcer sa proximité avec la population, promouvoir la transparence sur son fonctionnement et rappeler son engagement en faveur d'une prise en charge de qualité de la santé maternelle et infantile au Tchad. Après 6 jours de consultations spécialisées et d'interventions chirurgicales, la caravane de prise en charge des anomalies et de la différenciation sexuelle s'est achevée ce 20 juillet à l'hôpital de la mère et de l'enfant de N'Djamena. Lancée le 15 juillet, cette mission médicale a permis d'opérer 10 patients tout en renforçant la prise en charge de cette pathologie encore peu connue au Tchad. Reportage Vanessa Bouli. Durant cette mission, des consultations spécialisées ont permis d'évaluer plusieurs patients présentant des malformations congénitales ou des troubles du développement sexuel. À l'issue des examens, 10 patients ont subi une intervention chirurgicale. Les anomalies de la différenciation sexuelle, c'est quand il y a une discordance entre le sexe chromosomique et le sexe gonadique. Donc, si par exemple au niveau des chromosomes, on a un garçon, alors que sur le plan phénotypique, c'est une fille, donc c'est dans ce cas qu'on parle d'anomalie de la différenciation sexuelle. Donc, pendant ces 6 jours, nous avons opéré au total 10 patients. Ces interventions visent à améliorer la qualité de vie des patients tout en réduisant les risques de complications médicales et psychosociales. Elles nécessitent une prise en charge multidisciplinaire ainsi qu'un suivi régulier après l'opération. Non, lui, il a le problème des malformations au niveau du pénis. Dès qu'on a ramené, il nous a bien accueillis et puis ils ont fait l'opération, c'était avant-hier, mais seulement que il urinait avec le sang. Pour le moment, c'est mieux, c'est calmé. L'urine la sort bien déjà. Seulement qu'il a un peu mal au ventre. Et non, c'est gratuit. Avant-hier, là, il nous a donné gratuit. Et hier, on a acheté, et même aujourd'hui. Il nous a prescrit le sirop, j'ai acheté. Tous les patients consultés n'ont cependant pas été opérés au cours de cette mission. Certains cas jugés plus complexes ou nécessitant des examens complémentaires seront reprogrammés lors d'une prochaine caravane. Les responsables du CHU assurent que le suivi médical des patients se poursuivra afin de garantir la continuité des soins et d'offrir une prise en charge adaptée à chaque situation. En pleine saison des pluies, le risque de transmission du paludisme s'intensifie au Tchad. Face à cette recrudescence saisonnière, le programme national de lutte contre le paludisme multiplie les actions de prévention et de sensibilisation sur l'ensemble du territoire. Entre distribution des moustiquaires imprégnés, prise en charge précoce de cas et appel à la vigilance, le coordonnateur du programme, Dr Mohamed Saleh Issaradia, rappelle les mesures à adopter, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Principale victime de la maladie, écoutons. En train de passer à la période de haute transmission de palu, donc c'est cette période qui va de juillet à octobre.
voire même novembre. Donc nous avons prévu plusieurs activités qui font office également de plan de contingence. Et ces activités-là, en fait, ils vont de la prévention à la prise en charge et également en fait, aux activités de soutien et de sensibilisation. Donc en ce qui concerne la prévention, je pense qu'on va commencer par l'activité phare du moment qui est la campagne des masses de distribution de moustiquaires. Donc le ministère et ses partenaires ont commencé la campagne en mars déjà. Nous avons également dans le cadre de la prévention prévu le 20. On vient de terminer la formation, mais à partir du 21, nous lançons la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, donc CPS, dans 84 districts qui vont commencer cette chimioprévention du paludisme saisonnier et ça va continuer jusqu'au mois d'octobre. Donc ça sera chaque 28 jours, les agents vont passer de ménage en ménage pour mettre à la disposition de ces enfants un traitement qui va les protéger pendant 28 jours. Et chaque 28 jours, en fait, le cycle va continuer jusqu'à novembre dans certains districts et octobre dans d'autres, en fonction également en fait, de la saison des pluies. Dormez chaque soir sous moustiquaire imprégné, ça va vous permettre de vous protéger, mais également respectez vos consultations, les rendez-vous pour les consultations prénatales pour vous permettre de bénéficier en même temps d'une moustiquaire, mais également d'un traitement préventif pour la femme enceinte. Les enfants, amenez-les au niveau du service de vaccination. Ils vont également profiter d'une moustiquaire imprégnée gratuitement. Pour les enfants qui ont plus de 3 à 5 ans, pour eux, en fait, les agents qui vont passer à partir du 21, accueillez-les, ouvrez-leur les portes et faites bénéficier les enfants de la chimioprévention qui va les protéger. Vous en souvenez certainement, à l'ouverture du Forum africain sur l'eau en N'Djamena, le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a annoncé qu'à compter de janvier 2027, tous les ressortissants africains pourront entrer au Tchad sans visa. Une décision présentée comme une avancée majeure pour l'intégration africaine, mais qui continue de susciter des réactions au sein de l'opinion. Suivez. C'est une décision historique qui témoigne de la volonté du Tchad de renforcer l'intégration africaine, de faciliter la libre circulation des personnes et de stimuler les échanges. J'espère que cette mesure contribuera à attirer davantage d'investisseurs, des visiteurs et des partenaires africains, tout en consolidant la place du Tchad comme un acteur majeur de la coopération régionale. Ça peut stimuler les échanges, la coopération, et ça permet que les personnes se déplacent facilement pour venir investir dans le pays, et aussi les experts à travers le continent peuvent venir rapidement. Ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin de tracasserie de visa, et ça placera les Tchad, et ça permettra également aux Tchadiens, ceux qui exercent, les entrepreneurs qui ont besoin de la main d'œuvre qualifiée, ils peuvent faire facilement appel à des experts à travers toute l'Afrique. Cet acte du chef de l'État, c'est un signal très fort sur le plan politique, et ça rentre aussi en droite ligne avec la politique de l'Union africaine relative à l'intégration de l'Union africaine, et aussi ça rentre aussi en droite ligne avec la politique des ILECAF, qui est la libre circulation des biens et des personnes. Donc pour moi, c'est un signal politique très fort. Et étant également berceau de l'humanité, que le premier homme sur Terre a été découvert au Tchad. On vient de célébrer le 25e anniversaire aujourd'hui. Je pense qu'il est également du devoir du Tchad de pouvoir ouvrir ses frontières à ses frères africains. Donc étant berceau de l'humanité, je pense que ça serait un signal très fort. Je pense que c'est une très bonne chose, parce que c'est toute l'Afrique qui appelle la suppression des visas pour les Africains dans tous les pays africains.
Donc c'est une très bonne chose. Le maréchal Mahamat Idriss Déby, il a répondu à un besoin des Africains. Parce que pour qu'on développe l'Afrique, il faut que nous puissions nous déplacer d'un pays à un autre. C'est comme ça qu'on peut faire les transferts des compétences et ainsi de suite pour pouvoir nous aider à nous développer par nous-mêmes. Les fortes pluies continuent de perturber le quotidien des habitants de la capitale. Au marché Goumna, dans le quartier Waléa du 9e arrondissement, les eaux ont envahi les allées, compliquant les activités commerciales face à ces inondations récurrentes. Commerçants et responsables du marché appellent à des solutions durables. Reportage de Dila Nathalie. À Waliangoumna, les premiers épisodes pluvieux ravivent les inquiétudes des commerçants. À chaque pluie, les eaux stagnent à l'intérieur du marché, compliquant les activités commerciales. Les travaux d'aménagement réalisés autour du marché ont modifié le niveau du terrain. Désormais, situé en contrebas des routes et de la digue, le marché ne dispose plus d'un système efficace d'évacuation des eaux. Les commerçants affirment vivre cette situation depuis l'installation de cette saison pluvieuse. Ils pointent les autorités communales sans obtenir de solutions. Ils craignent que les fortes pluies annoncées dans les prochaines semaines ne provoquent d'importants dégâts sur les marchandises. D'après la pluie d'hier, notre marché est vraiment inondé. Depuis le matin, nous constatons que les clients ne passent pas. Nous sommes inondés comme ça et nous n'avons pas l'endroit, place comme ça, fixe comme ça pour débrouiller avec notre business. Par rapport à l'inondation du marché, là, nous, la population du 9e arrondissement, nous ne savons pas quoi faire maintenant pour le marché. Parce que la population a fait quand même de leur mieux pour protéger ces marchés. Et en cherchant maintenant les sables, mettre dans des sacs et pour barrer quand même l'eau. Et l'eau là a dépassé l'entendement même de la population. Et on peut dire que c'est la mairie là qui va nous secourir. Mais jusqu'à là, elle n'est pas venue nous secourir. Le délégué du quartier, Ngoumna, reconnaît les difficultés rencontrées par les usagers du marché. Il confie qu'une solution durable est en cours. Là, on n'a pas perdu de vie. Le maire de la commune même a fait déjà le tour. Il a vu, et ainsi que le gouvernement prévoit une bonne construction de ces marchés. Que ça va être une marché moderne. C'est une grande route où tous les étrangers doivent passer. En attendant la concrétisation de cette initiative, les commerçants continuent d'exercer leur activité dans l'incertitude avec la crainte qu'une pluie abondante ne paralyse totalement le marché et ne compromette les revenus. Historique par son format inédit à 48 équipes et son organisation conjointe entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, la Coupe du Monde FIFA 2026 aura également été marquée par plusieurs controverses dépassant le seul cadre sportif. Entre débats sur l'indépendance des instances, soupçons d'ingérence politique et remise en cause de certaines décisions, cette édition relance une question de fond. Le football peut-il encore persévérer sa neutralité face aux enjeux géopolitiques? Tanksou Hamta pour les détails. La Coupe du Monde FIFA 2026 s'est achevée en laissant derrière elle une image contrastée. D'un côté, une compétition historique avec 48 nations participantes, une première dans l'histoire du football mondial et une organisation répartie entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. De l'autre, une édition marquée par plusieurs controverses qui ont relancé le débat sur la place de la politique dans le sport. Au fil du tournoi, des décisions arbitrales et disciplinaires ont suscité de nombreuses réactions. Les polémiques autour de l'arbitre somalien Omar, les critiques concernant le traitement réservé à la sélection iranienne ou encore les accusations d'ingérence politique dans certaines décisions de la FIFA ont alimenté les discussions bien au-delà des terrains. Qu'elles soient avérées ou contestées, ces controverses ont semé le doute dans l'esprit de nombreux supporters quant à l'indépendance des instances dirigeantes. La principale leçon de ce mondial est que le football moderne ne peut être analysé uniquement sous l'angle sportif. Il est devenu un enjeu diplomatique, économique et politique. Les grandes compétitions sont désormais organisées dans un contexte où les intérêts des États, des gouvernements et des puissances économiques peuvent parfois entrer en collision avec les principes d'équité et de neutralité que défend la FIFA. Cette situation peut représenter un véritable défi pour des amoureux du football.
La beauté de ce sport devait reposer sur le résultat et doit être déterminée par le talent, le travail et le respect des règles, jamais par des influences extérieures. Si les supporters venaient à perdre confiance dans l'impartialité des compétitions, c'est toute la crédibilité du football mondial qui pourrait être fragilisée. L'avenir dépendra donc de la capacité de la FIFA à renforcer son indépendance, à garantir la transparence de ses décisions et à protéger les arbitres ainsi que les compétitions de toute pression extérieure. Car au-delà des trophées et des records, le véritable patrimoine du football reste la confiance des millions de passionnés. Le Mondial 2026 restera ainsi comme une édition historique, non seulement par son format inédit, mais aussi parce qu'il rappelle que le football ne peut conserver son statut du sport universel que s'il demeure gouverné par les règles du jeu et non par les rapports de force du monde politique. À l'international, ce lundi, le Canada durcit ses mesures sanitaires contre l'Ebola en interdisant l'entrée sur son territoire à certains voyageurs en provenance de la République démocratique du Congo. Au Nigeria, la justice rejette une plainte visant à empêcher Shell de céder ses actifs pétroliers tant que les dommages environnementaux ne sont pas réparés. Enfin, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit sa visite d'État en France, placée sous le signe des investissements, de l'industrialisation et de la coopération militaire. Les points avec Tiatra Marlindila. Le Canada durcit ses mesures de prévention contre Ebola. Désormais, tous ressortissants étrangers ayant séjourné en République démocratique du Congo dans les 21 jours précédents sont arrivés et se verront refuser l'entrée sur le territoire canadien. Une décision qui va à l'encontre des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, laquelle estime que les restrictions de voyage favorisent la stigmatisation et compliquent la lutte contre les épidémies. Au Nigeria, la Haute Cour fédérale de Bayelsa a rejeté la plainte d'un monarque local qui demandait la suspension de la cession des actifs pétroliers terrestres de Shell. Le requérant exigeait que le groupe britannique répare les dommages environnementaux causés par des décennies d'exploitation dans le delta du Nigeria avant son départ. Le tribunal a jugé la requête irrécevable tandis que Shell attribue l'essentiel de la population au vol de pétrole et aux actes de sabotage. Enfin, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema effectue une visite d'État de 3 jours en France. Au menu, des échanges avec Emmanuel Macron. Investissement, industrialisation, transformation locale du manganèse et coopération militaire dans un contexte de réduction de la présence des Français au Gabon. Cette visite vise à consolider un partenariat stratégique entre Libreville et Paris. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.